J'explique à mes interlocuteurs que la première étape, c'est de les acculturer, c'est-à-dire leur dire, regardez les noms qui existent aujourd'hui sur le marché, regardez les différents types de noms que vous pourrez faire, pour justement éviter qu'ils aient des idées trop préconçues, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes, tu vois, de choses qu'on croit savoir, alors qu'en fait non. Je pense qu'au début, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, mais que moi, je peux leur dire, voilà les 3 directions dans lesquelles on peut travailler. On va être relativement proche de ce que vous faites, parce que c'est, pourquoi pas, il faut le penser comme étant une possibilité. On va ensuite essayer de suggérer une promesse, un bénéfice, un imaginaire. Le naming, c'est une activité à 3 dimensions. Il y a une dimension, je dirais, créative. Parce qu'un brief de naming, il y a tellement de contraintes que ça file la migraine et un tube de Doliprane ne suffira pas. Donc, il faut être créatif pour apporter des solutions. Ensuite, il y a une dimension juridique, parce que ce que les gens ne savent pas forcément, quand ils rentrent pour la première fois dans une création de nom, ils demandent qu'on dépose la marque, ils ont un nom, ils veulent le protéger. Donc il y a la dimension juridique. Et la dimension juridique, elle est, elle se traduit par ce que les Anglais appellent le trademark. C'est-à-dire, quand tu déposes une marque, tu as des contraintes auxquelles il faut respecter. Tu t'engages sur des dépenses, sur des respects d'un certain nombre de contraintes. Et la 3e dimension, c'est pour ça que je viens des études marketing, c'est comprendre que le nom, c'est le début d'une mécanique communication et stratégie marketing. Et ça, il faut l'intégrer, parce que tu ne donnes pas à un outsider sur le marché le même nom que quelqu'un qui ambitionne de devenir leader. Le panorama dans la tête du consommateur aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a plus d'encombrement qu'avant, mais il y a aussi, dans les repères du consommateur, il y a aussi des noms qui sont admissibles grâce à la créativité produite par le digital. C'est-à-dire que les intervenants dans l'univers du digital, ils ont fait exploser les codes des marques, qui étaient avant assez conventionnels. C'était les grands groupes avec, tu vois, des phases de successives, etc. Aujourd'hui, on a des opérateurs du web qui s'appellent Amen. On a des gens qui s'appellent Frishti. Moi, je suis très content que l'IA soit perçue comme la panacée pour tout, parce qu'elle ne le sera pas pour le naming. Évidemment que c'est du calcul intégral. C'est un recyclage d'informations qui a déjà été capté par les robots. Donc c'est le contraire même du naming. Les gens ne voient pas le potentiel du nom. Et moi, ce qui m'intéresse dans le naming, c'est la communication qu'il y a à l'intérieur à déployer, que les gens ne voient pas parce qu'ils n'ont pas cette démarche. Mais moi, je vois la partie du signifié qui est à l'intérieur, qu'il va falloir activer. Il passe inaperçu dans la liste. On ne le relève pas. Il n'a pas un effet, tu vois, glamour. Mais je dis attention. Derrière, il y a tout ce que vous vouliez mettre dans le brief. C'est exactement les 4 cases du brief. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dynamic Talk. Merci Jacques d'être avec nous. Ensemble, on va parler de naming aujourd'hui. Et je suis vraiment ravi que tu sois là parce que c'est un sujet très important, le naming. Et peut-être tout le monde ne le connaît pas et on va pouvoir le découvrir grâce à toi. Alors, Jacques Sedman, petit disclaimer, comme j'explique à chaque fois, je t'ai fait bosser pour trouver le nom d'une société dans laquelle je m'étais associé. Et du coup, je te connais plutôt bien maintenant. Et je sais que tu es vraiment un expert sur le sujet du naming. Et donc, j'aimerais que déjà tu puisses un petit peu te présenter, bien sûr, et nous expliquer qu'est-ce que le naming. Ok, avec plaisir. D'autant plus, Clément, je suis ravi que tu m'invites parce que le naming n'est pas assez connu à mon sens. Les gens ont toujours un avis sur un nom. D'ailleurs, c'est paradoxal. Il y a beaucoup de débats. C'est très affectif. Ça, c'est vrai. Au niveau du choix du nom, tout le monde implique tout le monde. Et tout le monde a un avis. Tout le monde a un avis. Et en fait, là, il y a beaucoup de choses à faire connaître aux gens. Et comme je le fais très souvent, quand j'ai un projet, j'explique à mes interlocuteurs que la première étape, c'est de les acculturer, c'est-à-dire leur dire, regardez les noms qui existent aujourd'hui sur le marché, regardez les différents types de noms que vous pourrez faire, pour justement éviter qu'ils aient des idées trop préconçues, parce qu'il y a beaucoup moi j'appelle ça
de stéréotypes, tu vois, de choses qu'on croit savoir, alors qu'en fait non. Ok. Et donc là, moi, ce que je te propose, c'est qu'au cours de l'entretien, bon, oui, je vais me présenter un petit peu mon parcours parce que je pense que j'ai vu une évolution dans la création de noms, bien sûr. Et puis, à la fin du podcast, pour les gens qui ça va intéresser, je vais donner justement, je vais les alerter sur les pièges, les obstacles, les difficultés et leur donner quelques conseils pour que si un jour ils sont confrontés à la création de noms, ils ne soient pas désemparés, qu'ils ne trouvent pas un mauvais nom, un nom banal. Ok, c'est super ça. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais nom ? D'ailleurs, c'est un peu un sujet qu'on pourrait évoquer. C'est vrai. Parce que le bon nom, on ne peut pas donner de recette parce qu'on est dans l'empirisme, mais les mauvais noms, oui, je peux donner des critères. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait avant et tu me disais là en off que c'est vrai qu'on demande qu'est-ce qu'un bon nom. Mais c'est vrai que quand on le disait ensemble, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'un bon film ? Qu'est-ce qu'un bon livre ? Enfin, qu'est-ce qui fait un bon livre ? C'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'une couleur ? Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'un bon repas ? Ben oui. Voilà, donc, et alors les gens, ils ont à chaque période, il y a des tendances, à chaque période, il y a des modes. Ils sont influencés par leurs concurrents. Donc, moi, ce que je dirais, alors pour me présenter, parce que c'est vrai que mon parcours peut-être aussi explique ma manière de travailler, je me suis formé moi-même au naming. C'est ça que j'adore finalement. T'as un background communication, marketing, non, ouais, non. Ok. J'ai un background études de marché, études qualitatives. J'étais dans un groupe de recherche filiale du groupe Unilever, donc c'était assez sérieux quand même, tu vois, comme. Je savais pas du tout. Tu me l'avais caché ça. Ouais, comme premier métier. Ouais. Et puis après avoir fait du Cali, j'ai découvert la créativité. J'étais engagé pour des groupes de travail de créativité. Les études de marché, au bout de 4 ans, j'en avais vraiment vite fait le tour. Et un copain m'a donné l'opportunité d'aller dans une agence de design. Je me rappelle comme c'était hier. Ouais. Parce qu'il me dit, tu sais faire du naming ? J'ai dit oui. Et il se fallait trouver une marque de saumon pour Auchan. Et quand j'ai vu le regard du client, alors que pour moi, si tu veux, j'avais fait une liste de 50 noms, j'ai vu son regard éberlué, etc. Plus jamais j'ai arrêté, j'ai continué tout le temps parce que j'étais vraiment dans cet élément. Je me suis senti hyper à l'aise tout de suite. Alors, pour aller tout de suite sur un sujet qu'il faut quand même mentionner, c'est que donc ça fait 30 ans. Il y a 30 ans, une banque disait on veut ouvrir un service de financement et de prêt, comment on s'appelle ? Tu faisais empruntis, ça prenait 3 heures et tu le déposais. C'était fastoche. Génial. Oui, il y avait une espèce de latitude de créativité et de disponibilité qui a plus aujourd'hui. Je bosse, mais je sais pas, 10 fois plus pour trouver un nom. Alors pourquoi tu bosses 10 fois plus ? Dis-nous un petit peu, moi je le sais, mais dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Si tu veux, d'abord, est-ce que tu as un ordre de grandeur du nombre de marques qui sont déposées dans le monde ? Ça, c'est une bonne question, ouais. Alors, dans le monde, je dirais, quelques millions à vue de nez. Ouais. En fait, c'est exponentiel. Depuis que j'ai commencé, donc c'est exponentiel le nombre de dépôts. Là, par exemple, Mais il y en a combien alors du coup ? Alors, il y a 63 millions de marques déposées dans le monde. 63 millions actives. Actives ? Actives, ouais. Qui peuvent s'opposer à toi. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et il y a 230 millions de .com. C'est-à-dire que quand un client te dit oui, je voudrais un .com, dès que tu es sur des termes un peu connus, un peu génériques, un peu dans l'air du temps, tu t'aperçois que tous les gens y ont pensé, le monde entier. Du coup, c'est la mondialisation et Internet qui a fait que c'est beaucoup plus dur quand même maintenant de trouver un nom qu'il y a 30 ans quand tu as commencé. Moi, je dirais que c'est aussi la démocratisation de la marque. C'est-à-dire qu'avant, les marques, c'était l'apanage des groupes automobiles, de parfums, des gros intervenants sur le secteur. Ça, c'est vrai, tu as raison aussi. Aujourd'hui, j'ai été contacté, tu vois, il y a 3 ans par une agence immobilière qui avait un problème juridique. Donc, il faudra qu'on revienne sur le sujet parce que c'est important. Alors, à la fois, je viens des études de marché, donc... en gros, je suis désolé, c'est un peu décousu, mais c'est quand même clair pour les gens qui vont écouter le podcast. Le naming, c'est une activité à 3 dimensions. Il y a une dimension, je dirais, créative. Parce qu'un brief de naming, il y a tellement de contraintes que ça file la migraine et un tube de Doliprane ne suffira pas. Donc, il faut être créatif pour apporter des solutions.
Ensuite, il y a une dimension juridique parce que ce que les gens ne savent pas forcément, quand ils rentrent pour la première fois dans une création de nom, ils demandent qu'on dépose la marque, ils ont un nom, ils veulent le protéger. Donc il y a la dimension juridique. Et la dimension juridique, elle est, elle se traduit par ce que les Anglais appellent le trademark. C'est-à-dire, quand tu déposes une marque, tu as des contraintes auxquelles il faut respecter. Tu t'engages sur des dépenses, sur des respects d'un certain nombre de contraintes. Ça, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Je finis. Et la troisième dimension, c'est pour ça que je viens des études marketing, c'est comprendre que le nom, c'est le début d'une mécanique communication et stratégie marketing. Et ça, il faut l'intégrer parce que tu ne donnes pas à un outsider sur le marché le même nom que quelqu'un qui ambitionne de devenir leader. Ouais, c'est vrai, ça je suis d'accord avec toi. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que le nom, c'est la base de tout. Ouais. C'est le commencement et c'est la chose à ne surtout pas négliger. Ouais. Parce que en fait, si tu te trompes dans le nom, après tu vas ramer. Enfin, c'est la base de tout, quoi. C'est le nom dans la marque. C'est-à-dire, ou bien tu rames, c'est-à-dire que c'est contraire à ce que les gens disent à un moment donné. Ils disent ah ouais, mais votre nom il est original, il va falloir le soutenir en communication, il va coûter cher. Ben, c'est le contraire. Si tu as un nom qui est faible, c'est là où il va falloir dépenser beaucoup d'argent. Si tu as un nom qui est distinctif et qui est puissant et qui est unique, il va te faire économiser de l'argent. Okay. Mais donc il y a beaucoup d'idées reçues contre lesquelles. Et tu nous parles peut-être des différents types de noms, mais pour en revenir au juridique, c'est peut-être quelque chose qui est oublié parce que on se dit à la phase créative, trouver un nom, c'est juste du fun. C'est ça. C'est balancer des idées et après c'est parti. Mais alors. Pas du tout en fait, parce que toi tu bosses avec un avocat, c'est ça, c'est pour la partie juridique, c'est. Ouais, moi si tu veux, j'ai au fil de mon expérience, parce qu'effectivement, donc du coup après cette première expérience de création de nom, je n'ai pas cessé de faire que de la création de nom de marque, donc je suis à la fois un expert et en même temps mon activité, c'est pas, comment dire, elle n'est pas accessoire en naming, hein, elle est exclusive en naming, c'est-à-dire que mon travail, c'est de trouver le nom qui va être le socle de la marque, qui va pouvoir déployer un message et une communication dédiée parce qu'il sera unique. Et en même temps, j'intègre, alors si je vais donner un exemple, je me vois comme quelqu'un qui apporte la clé de la dernière pièce du puzzle. Donc j'ai besoin de comprendre toutes les données, la personne que j'ai en face de moi, qui elle est, son business, ses objectifs, sa concurrence, l'univers juridique et les classes sur lesquelles elle va déposer son nom. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ouais. Et donc j'accompagne sur et c'est ça qui est intéressant dans cette activité, c'est que forcément, au départ, on a 2 syllabes, 3 syllabes, parfois une syllabe, mais ça doit porter l'ensemble du projet. Qu'est-ce que ça va devenir ? Comment est-ce qu'on communique, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour communiquer, où sont nos concurrents, et après quand c'est réussi, si tu veux, oui, on donne une espèce de chemin. Oui, une grosse impulsion en fait, c'est vraiment c'est un boost, hein, ça c'est sûr. C'est ça, dans le meilleur des cas c'est un booster, dans le pire des cas c'est ce que je dis aux gens, je dis vous avez un boulet, alors je pourrais te citer quelques exemples de noms que je pense être des boulets, après tout s'installe, tu vois, on a des noms comme Fauchon, des 3 Suisses, ils sont pas Suisses, enfin tu vois, après le nom, au départ, je dirais, le nom il a plusieurs missions, au début il doit alerter, c'est-à-dire que tu dois ne pas l'avoir déjà vu, et moi je m'aperçois que c'est intéressant aujourd'hui, la demande des clients, inconsciemment, ils ne le formulent pas, mais c'est qu'on leur propose quelque chose qui les surprenne. Ah oui ? Ouais. Ils vont aller vers le ils vont peut-être pas le prendre à la fin. Si. Mais... Ah si, ouais. Alors, il y a plusieurs cas de figure, mais si tu veux, tu as certaines personnes qui disent oui, on veut vraiment un nom rupturiste, puis en fait, ils ne le prennent pas, parce que ça engendre aux yeux des risques. Mais souvent... quand ils voient les noms qui sont un petit peu dans ce qu'on pourrait attendre déjà, tu vois, avec des noms qui sont un petit peu, qui font partie du vocabulaire de l'activité, etc. Parfois, ils vont aller prendre, parce qu'on leur présente ces noms, qui correspondent à si tu veux, ce qu'ils font, la promesse, l'imaginaire, etc. Parfois, ils vont prendre le nom le plus décalé, le plus inattendu. Par exemple, je vais te donner un exemple. J'avais été briefé sur le nom du futur scooter rétro de Peugeot, qui était la réplique du P554, un nom comme ça. Donc il fallait être rétro. Il y avait, tu vois, des scooters qui s'appelaient Oldies, des scooters qui s'appelaient 50s, etc. On a travaillé sur un peu ces imaginaires. Et le board de Peugeot a choisi Django. Django qui est décalé, tu vois, et c'est un succès éloigné du brief, peut-être un peu de base en plus. Ouais,
Ouais. Ah ben non, c'est pas Non. éloigné du brief de base. Mais si tu veux, alors on va rentrer dans la cuisine technique, c'est un nom qui est connotatif et non pas dénotatif. Et Ok. nous, notre job, moi, ce que je trouve intéressant dans la partie créative du nom, c'est justement d'éviter, quand tu travailles sur une marque de viande, de mettre viande ou de mettre steak. Ouais. Ça, c'est vrai, mais il y a eu la mode avec Google, Internet, où il y a eu cette mode c'est vrai, de faire un nom descriptif pour choper le .com, le .fr, et après, tu es premier sur Google, tu es content, mais quand ta marque se développe, là, c'est un frein, puisqu'en fait, ton nom est descriptif, et souvent, ce qu'on voit sur des marques qui ont choisi des noms descriptifs, au bout de quelques années, ils changent de nom, et ça arrive assez souvent, je pense. Donc là, pour répondre à ta question, l'encombrement juridique a rendu le travail de la création de nom beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile. Et je suis assez surpris, par exemple, on a cette agence immobilière qui voulait changer de nom parce que son nom se rapprochait d'une autre agence immobilière et ils leur ont demandé il y avait eu un conflit, donc ils ont fait appel à mes services. Mais je me suis dit, mais c'est dingue, c'est dinguissime. C'est-à-dire que les petits acteurs du marché économique, comme les agences immobilières, c'est des petites boutiques, elles déposent toutes leurs marques aujourd'hui. Donc si tu veux, il y a plus d'agences immobilières que de boulangeries en France, je le sais. J'ai vu que tout était pris. J'ai vu que tout était pris. Donc ça demande une persévérance. Une gymnastique intellectuelle, mais ça, moi j'adore, ça c'est sûr. Mais en même temps, ce que je dis souvent quand j'écris des articles, je dis pourquoi faire appel à une agence, par exemple. Tu vois, les gens peuvent très bien, ils se disent qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Je pense que autant c'était peut-être vrai il y a 20 ans, autant aujourd'hui c'est de moins en moins vrai. Je dis, c'est que je connais l'encombrement juridique. J'ai intégré, il y a certains noms, c'est même pas la peine d'y aller. Je sais que sur certaines marques, les avocats ils attendent qu'une chose, qui est des noms qui soient déposés et ils attaquent, tu vois. Donc c'est là l'intérêt, je pense, d'aller voir un spécialiste. Et moi, je te disais, je te vois un petit peu comme un artisan. Ça fait 30 ans que tu fais ça. Sûr. En fait, le faire soi-même, c'est la tentation au début. Souvent, il faut essayer, mais c'est bien. C'est souvent là où tu te prends un mur, ou alors tu fais un mauvais choix et après tu vas le traîner des années, ou tu fais ton choix et puis tu vas tout de suite sur OVH, tu regardes ton .com, ton .fr, il est pris et tu deviens fou parce qu'en fait tous les noms que tu trouves, ils sont peut-être déjà pris en plus, et enfin voilà, d'où l'intérêt de se faire accompagner par un professionnel. Et un tout petit instant, juste avant d'aller plus loin, si vous avez déjà appris à travers ce contenu des choses, je vais vous demander juste de liker et de vous abonner. C'est une grosse aide pour la chaîne et c'est gratuit. Allez, je vous embête pas plus, on retourne au podcast. Alors, je me pose la question que tu pourrais me poser à ce moment-là. Ouais. Tu vois, qui serait, Jacques, pourquoi faire appel à un créateur de nom ? Ouais, et je répondrai. Alors, bien vu. Pourquoi Je répondrai parce que qu'est-ce que je fais que tu ou vous, que les gens qui vont regarder, ne feront pas ? C'est que j'ai mis en place, si tu veux, une démarche par empirisme. J'ai créé ma propre méthode de travail. Et en fait, ce que j'offre, c'est que j'offre des scénarios. Je pense qu'au début, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais que moi, je peux leur dire, voilà les 3 directions dans lesquelles on peut travailler. On va être relativement proche de ce que vous faites parce que c'est, pourquoi pas, il faut le penser comme étant une possibilité. On va ensuite essayer de suggérer une promesse, un bénéfice, un imaginaire. Ça, c'est un deuxième axe. Et puis enfin, on peut tout simplement explorer des choses totalement inattendues, être dans un arbitraire. Comme Django. Ouais, c'est ça. Un nombre, quelque chose qui survient comme ça, parce que moi j'ai en tête pratiquement tout ce que j'ai fait depuis très longtemps. Il y a des fois des noms qui viennent. Et je dis comme ça, vous avez 3 scénarios. Et on ne part pas sur un a priori, mais j'offre donc un choix dès le départ. C'est déjà un choix stratégique en fait. Exactement. Parce que là, tu as 3 axes, et ces 3 axes forts en fait. Tu as tout compris. Ouais, okay. Je dis, vous choisissez pas un nom, vous choisissez une stratégie. Déjà. Chacun peut être... et donc les noms sont bons dans chaque direction, il n'y a pas d'effet-valoir. C'est juste un choix en fait. C'est un choix. Ouais. Il y en a un qui est plus proche de ce que je peux faire, sur lequel je peux plus communiquer. C'est ça, et puis tu parlais aussi juste avant qu'il y a aussi, est-ce que tu as les moyens pas de produire ce nom, mais de l'assumer
de le porter. Enfin, il y a vraiment beaucoup de paramètres. Et là, c'est intéressant ce que tu nous dis, parce que tu as 3 axes. Et alors, on l'a fait ensemble, mais il y a des années. Mais c'est vrai que, comme tu disais, tu as créé tout un processus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Il y a, alors, je me souviens, il y a bien sûr plusieurs rendez-vous, mais il y a plusieurs phases, en fait. Et peut-être aussi, il y a des phases où... Tu le dis peut-être pas tout de suite, mais il y a des phases d'acceptation. Parce que des fois, peut-être que tu as des propositions qui au début les gens te disent non, et puis peut-être qu'après au bout de deuxième, troisième rendez-vous ils disent oui finalement. Enfin, explique-nous un peu comment ça se passe le cheminement. Alors, ça, si tu veux, c'est la dernière phase qui est la phase la plus... Enfin, il y a 2 phases cruciales, mais ça, on en reviendra peut-être à la fin du podcast sur les pièges à éviter. La première phase, c'est la préparation, c'est-à-dire sortir des clichés. Et c'est pour ça que je dis, voilà, vous avez Le Bon Coin, vous avez Crème de la Crème, vous avez des noms comme, je sais pas, Frischti, et j'explique que le panorama dans la tête du consommateur aujourd'hui fait en sorte que c'est ce qui a changé. Je fais un coq à l'âne, mais c'est qu'effectivement, il y a plus d'encombrement qu'avant, mais il y a aussi, dans le domaine dans les repères du consommateur, il y a aussi des noms qui sont admissibles grâce à la créativité produite par le digital. C'est-à-dire que les intervenants dans l'univers du digital, ils ont fait exploser les codes des marques, qui étaient avant assez conventionnels. C'était les grands groupes avec, tu vois, des phases de successives, etc. Aujourd'hui, on a des opérateurs du web qui s'appellent Amen, on a des gens qui s'appellent Frischti. Tu vois, il y a une créativité débordante. Et la mode des prénoms aussi, par exemple. Qui existe toujours. Donc, on a une créativité débordante. Donc, c'est l'univers des marques et c'est beaucoup plus ouvert qu'avant. Ouais. Il y a beaucoup plus de liberté sous l'impulsion des startups qui ont bouleversé les codes et qui ont cassé les codes. Et donc, c'est vachement intéressant de se dire où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est dans un rapport de marques communautaires avec les Ernest, les Albert, les Jules, les Raoul, etc. qui arrivent et qui sont acceptés aujourd'hui, qui n'auraient pas pu y être il y a 20 ans. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Est-ce qu'on est dans la communauté, dans le moins 10 ans Tu vois, on est dans le moins 10 ans. Est-ce qu'on est dans l'anti-marketing? Est-ce qu'on est dans le luxe et l'héritage? Donc, il y a toutes les tendances existent. Après, c'est... Moi, ce que j'aime bien dans cette activité de naming, c'est d'abord qu'il y a un interlocuteur, c'est-à-dire que c'est ou bien le responsable de la com, ou bien le responsable, ou alors le boss, ou le fondateur. Le fondateur, ouais. Tu sens avec quoi il est à l'aise. C'est marrant parce que récemment, j'ai été mis en contact avec un entrepreneur les gens n'ont pas l'habitude, on fait pas de la création de nom, tu vois, créer son nom, ça arrive une fois dans sa vie, souvent professionnel, c'est pas courant, il n'y a pas de production. Donc moi, il faut quand même que je les assiste ou que je les accompagne en leur donnant quoi accélérer je leur donne les clés pour les préparer. Ouais. Et je sais plus si on en avait parlé déjà, mais vas-y, continue. Ouais. Parce que c'est intéressant. Cet interlocuteur, il était très honnête avec moi. On a défini donc des axes de création sur lesquels j'allais travailler pour avoir différentes directions. Il m'a dit oui, tout à fait. Et je lui présente à la fin donc de mon travail, je t'expliquerai après comment je fais, une trentaine de noms répartis par axe, exactement comme on avait défini, tu vois. Pas de nouvelles. Et je le rappelle, et il me dit très franchement, il dit « Oh là là, vous savez, moi, je m'habille plutôt en costume classique, je mets pas des choses trop voyantes, je suis pas excentrique. » C'est-à-dire qu'en fait, le travail créatif l'avait un peu surpris. Il voyait des noms auxquels il n'aurait pas pensé, il voyait des prénoms auxquels il n'avait pas pensé, il voyait des néologismes qui lui disaient rien. Et il était sincère. Il disait, mais moi, j'ai beaucoup de mal. Je dis, non, c'est pas grave. On choisit l'axe soft alors, peut-être, non. Après, il a procédé par élimination et je trouve ça vachement intéressant parce que c'est ce que je constate depuis 5 ou 6 ans. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me contactent. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a, la culture des marques, elle s'est installée dans la tête de tout le monde. Il y a du bon sens. On a un panorama de marques qui existe. On a envie de ressembler à certaines et pas à d'autres. Les gens sont plus éveillés sur les sujets, Et je trouve que les individus qui sont mes interlocuteurs, alors déjà j'ai beaucoup de chance et je les remercie parce que je dis vous pourriez faire un nom banal qui ressemble à rien, qui ressemble à tout. Et donc vous faites appel à moi. Il y a des gens qui réussissent, mais quand même, c'est quand même mieux d'avoir une marque forte. Ouais. Je suis vachement content de pouvoir leur apporter ma prestation. Mais à la fin, si tu veux, cet interlocuteur, il a éliminé les noms tous pour des bonnes raisons.
Il dit bah ça c'est trop. Je lui dis bah oui effectivement c'est trop loin. Ça c'est pas utile d'aller aussi loin. Ça je dis oui effectivement mais au début. Ça arrive souvent, c'est plus par élimination que par coup de cœur en fait. C'est plus la raison des fois qui l'emporte entre guillemets ou il y a les deux. Il y a les deux. Tu peux avoir. Mais c'est une bonne méthode peut-être de plus. Ouais. Là, en l'occurrence il a procédé comme ça parce qu'il se sentait pas assez à l'aise et pas assez familier et qu'il avait pas de réflexe pour avoir le coup de cœur tu vois. Donc c'est par élimination qu'il est arrivé. D'ailleurs, ce que moi j'aurais recommandé. Souvent, il n'y a pas tellement de. Enfin, je trouve ça intéressant. On n'est souvent pas tellement éloigné. Django, j'avais été surpris pour Peugeot parce que c'était quand même un nom décalé. Est-ce que tu as une idée un peu, toi, dans ta tête, de combien de fois les gens choisissent celui que tu préfères, entre guillemets, enfin, celui ton petit poulain, enfin, celui que tu penses être le meilleur. Peut-être pas que tu préfères, mais c'est 2 fois sur 3 ou à peu près. Ouais. Ah, mais tu as quand même un bon taux. Ouais. Parce que des fois, tu dois être frustré peut-être. Sur certains choix, non, ça va. Non, alors, ce qui est marrant, si tu veux, c'est que, en fait, quand tu es créatif, à un moment donné, il se passe, il y a deux trucs qui font qu'on est bien dans ces baskets qu'on fait la création de nom. C'est qu'à un moment donné, je te disais, c'est des systèmes de contraintes. Okay. Il faut que le nom il corresponde à plein de contraintes et souvent il correspond à une contrainte et pas à la deuxième et pas à la troisième. Et puis à un moment donné, tu as une espèce de flash, tu dis c'est celui-là. Et tu es content de ce déclic créatif parce que ce qui est marrant dans la création de nom, c'est que, on reviendra après sur un autre sujet, mais bon, c'est que parfois on se surprend dans la création et évidemment c'est ça qui est intéressant, c'est la serendipity. Tu mets en marche un processus et puis tu sais pas ce qui va t'amener et du coup comme je retravaille mon travail, c'est, tu veux, contrairement à ce que les gens imaginent, c'est pas comme ça un brainstorming, c'est pas une demi-heure, etc. Oui, tu peux pas le pondre en une journée. C'est à peu près combien de temps d'ailleurs, toi, pour la phase? Parce que il y a trop de sujets qui m'attachent, j'ai trop de questions pour toi. Ça va arriver ça. Ouais. Et donc là, le travail il est parfois il apporte des surprises, donc il y a une espèce d'engouement sur des noms qui fait que tu as envie de le partager avec le client, tu vois, sur certains noms. Et parce que tu te dis ah ouais, il est trop bien. Et des fois c'est peut-être trop tôt, non? Quand tu le trouves dans le processus, ça arrive jamais. C'est parce que c'est un piège. Là cette fois-ci, c'est un piège auquel moi je ne dois pas succomber. C'est penser que parce que le nom je le trouve génial, le client va le trouver génial. Parfois, c'est un effet contre lequel moi je dois lutter en disant bon alors voilà, toi tu le trouves génial parce que c'est comme ça, c'est subjectif, mais maintenant le client n'est pas forcé de le trouver génial lui aussi. Et dans ces cas-là, c'est lui qui a toujours raison. Je ne force jamais parce que c'est pas moi qui vais faire vivre le nom, c'est pas moi qui vais communiquer, c'est pour lui. Donc il faut qu'il soit à l'aise aussi. Donc les coups de cœur simultanés, ça arrive. Les recommandations qui sont acceptées aussi, ça arrive. Et puis des fois, moi je trouve que c'est aussi mon rôle, c'est que quand le client retient un nom qui est, je dirais, un peu facile, qui est sans risque, qui semble intéressant parce que justement il correspond bien au brief, ou parce qu'il ressemble trop à des noms des concurrents, je pourrais dire bah oui, ok, très bien, je le laisse prendre ce qu'il aime, quoi, tu vois. Et ben je dis non, attention, c'est dangereux d'aller dans cette direction-là, et je vends des noms sur lesquels il n'y a pas d'effet waouh. Ils passent inaperçus. Il y a des noms, si tu veux... Où ça devient une évidence, même. Enfin, non, justement, non. Les gens ne voient pas le potentiel du nom. Et moi, ce qui m'intéresse dans le naming, c'est la communication qu'il y a à l'intérieur à déployer, que les gens ne voient pas parce qu'ils n'ont pas cette démarche, tu vois. Mais moi, je vois la partie du signifié qui est à l'intérieur qu'il va falloir activer. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Il passe inaperçu dans la liste. On le relève pas. Il n'a pas un effet, tu vois, glamour. Mais je dis attention, derrière, il y a tout ce que vous vouliez mettre dans le brief. C'est exactement les 4 cases du brief. Et donc, les gens sont comme c'est justifié, si tu veux, et que c'est argumenté, alors ça, c'est expliqué, aussi une autre manière de travailler qui fait, parce que je viens des études marketing, donc je ne saute pas sur ma chaise comme le créatif fou qui dit c'est celui-là et c'est pas un autre. J'arrive pour la sélection, à l'expliquer. Je donne des critères. Ouais. En fait, ça c'est un de mes gros apports, je pense,
parce que le plus difficile, c'est pas de créer des noms. On peut en créer à l'infini. Avec l'IA et avec les nouveaux outils aujourd'hui, tu peux avoir des milliers de pages, mais lequel tu vas prendre. Donc en fait, c'est trouver un dispositif de choix sur lesquels... Oui, c'est autant ton travail d'analyse de marché, concurrentiel, réflexion, l'air du temps. En fait, c'est tout ça réuni qui font ta valeur ajoutée plus qu'un nom en lui-même, en fait. C'est tout ce travail derrière. Et là, question, ça prend combien de temps à petit peu près? Toi, c'est un mois, c'est plusieurs mois. J'imagine que c'est différent en fonction d'un nom, comme tu disais, pour une marque de scooter, de voiture. Mais si je suis une start-up, je viens te voir dans le domaine de la tech, je me dis, travailler avec toi, ça prend un mois, ça prend en fait, 2 semaines. C'est quoi à peu près, si tu as comme ça sorte d'ordre d'idée? Ah oui, mais bien sûr, c'est assez calibré. Entre le moment où tu viens me voir et le moment où je ramène des propositions de noms qui peuvent aller jusqu'au bout, parce qu'il y a un travail de préfiltrage, etc., je dirais que la moyenne de la prestation pour une création de recherche de noms relativement, je dirais, rapide, ça peut être 3 semaines. 3 semaines, ouais. Alors pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je fais la première semaine, c'est ce que font tous les gens qui font le travail en interne. Et en fait, ça, moi, je le jette. Je ne garde rien. C'est la purge. Mais je suis obligé de passer par là. C'est comme ça. Tu fais les premiers noms, tu es assez content, tu les regardes, tu dis ouais, j'ai quand même trouvé 20 noms, 30 noms, 40 noms, ça. Et puis il n'y en a aucun qui tient la route. Parce que c'est une purge. En créativité, on appelle ça la purge. C'est ce que tu as entendu, c'est les premières idées qui viennent. Et si tu veux, ça, il faut le retravailler. Alors, je ne veux pas livrer mes secrets, mais quand même, c'est déjà plus intéressant ce que tu dis. Mais ce que j'explique à mes clients, c'est que moi, je retravaille. Et à partir du moment où tu retravailles plein de fois, tu arrives à des trucs qui sont reliés, bien sûr, à la demande, mais tu ne vois pas le lien, évidemment. Ils ne sont pas explicites. Et donc, c'est ça. C'est ce travail qui pourrait paraître fastidieux à quelqu'un qui ne serait pas obsédé par le naming, parce qu'il faut être assez obsessionnel. Moi, je fais, alors par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je suis un artisan, donc je dis à mes interlocuteurs, je ne prends pas beaucoup de recherches, j'en prends 2-3 par mois, pour justement pouvoir m'immerger et pour faire ce travail de... Ça c'est vrai parce que je me souviens, c'est ça l'intérêt d'avoir un passionné d'un artisan, c'est tu prends pas trop de monde parce que moi j'avais senti qu'on l'avait fait le nom que t'étais t'es un petit peu obsédé par ça. Tu te lèves, tu y penses, ça t'obsède et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant et aussi c'est toute la partie vraiment où on va avoir plusieurs rendez-vous, des échanges, tu vas faire participer le board, les gens importants qui doivent décider. Et il y a un gros travail. Je me souviens aussi tu nous avais affiché plein de feuilles sur les murs, tu nous avais expliqué les différents axes, choses comme ça. Moi, je me souviens que c'était interactif et c'était vraiment passionnant. Et je pense que c'est ça que les gens ne se rendent pas compte, c'est tout le travail qu'il y a derrière. Juste se dire le nom paraît évident ou paraît génial ou paraît ceci, mais c'est tout le travail derrière qu'il y a pour arriver au résultat. Et ça, c'est un travail structuré aussi. Moi, c'est ce que j'aime bien dans cette activité, c'est quand c'est possible, tu vois, parce que dans certains cas, le client, il a aussi envie de dire, je vous paye pour un nom, j'ai pas le temps. Je m'implique pas, on n'a pas le temps. Après, moi, j'aime bien cette... c'est un gros risque quand même, parce que là, c'est un peu plus dur, non, pour toi quand même, non? Non, c'est différent, mais je préfère effectivement quand il y a ce qu'on appelle la co-création, parce que du coup, là récemment, j'avais été appelé par un service public de l'État qui travaille sur le digital, et justement, la demande, c'était que tous les gens qui étaient immergés dans le projet puissent participer, tu vois, et c'était bien, on a fait un brainstorming. Il y avait des feuilles sur le mur aussi. C'était pas trop le bazar là? S'il y avait trop de monde aussi, s'il y a trop de monde impliqué Oui, mais bon, ça allait. Et en fait, mon interlocutrice m'a dit, Jacques, quand même, elle regarde le paperboard, elle me dit, je reste un peu sur ma faim. Et je lui dis, mais oui, évidemment, parce que le brainstorming ne donne plus aujourd'hui de résultats. Je ne fais plus de brainstorming. Parce que c'est trop complexe. L'encombrement juridique est trop complexe. Avant, il y a 20 ans, on faisait un brainstorming, on trouvait le nom. Je dis aujourd'hui, non, c'est la première étape. Mais cette première étape, elle est vraiment intéressante parce qu'on a sorti des idées, on a sorti des noms d'animaux, on a sorti des imaginaires,
On a sorti des choses sur l'exploration, sur l'espace. Tu as peut-être vu aussi des choses qui étaient surtout à ne pas proposer non, parce que le créatif ne travaille jamais sur les éléments négatifs. Okay. Il travaille que sur le positif. Mais du coup, j'avais des pistes solides sur lesquelles je sentais qu'ils étaient, eux, preneurs, partants, tu vois. Okay. Donc, c'est une phase d'imprégnation en interne. Comme tu le disais tout à l'heure, si le client commence à réfléchir sur son naming, c'est aussi un premier travail sur sa marque, c'est aussi un premier travail sur sa communication, c'est une forme de cristallisation, le nom. Mais il y a une démarche qui est quand même intéressante parce qu'il se dit où est-ce que je me positionne, à qui je m'adresse, tu vois. Alors pour te donner aussi c'est un travail qui n'est pas toujours fait en plus, au début de la société en fait. Tu as un produit, une idée. Bah, c'est ça. Tu te poses pas toujours toutes ces questions, à part si tu as un gros background marketing. Non, et du coup, moi, je leur fournis l'opportunité de se consacrer à cette vision qu'ils doivent avoir, parce qu'ils sont dans leur business, tu vois. Alors, il y a des gens, je te dis, qui sont des auto-entrepreneurs ou des créateurs d'activités qui dès le départ, ils voient que sur le nom, ils vont être mauvais, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de s'y consacrer. Et c'est normal. C'est leur business qui compte d'abord. Et moi, je leur dis, moi, je vous fournis cet apport justement, mais il faut qu'on réfléchisse ensemble. Donc, du coup, ça leur donne l'opportunité de se poser la question sur leur positionnement, sur leurs argumentaires, sur leurs points de différence, sur leur imaginaire, s'ils en ont un, sur qu'est-ce qu'ils veulent pas. Et du coup, c'est un début de réflexion sur des choses qu'ils auraient pu avoir tendance à négliger. Ouais, moi, je trouve ça hyper positif. Parce que c'est vrai que sur ce travail-là que tu fais faire, comme tu viens d'expliquer, voilà, c'est toutes les bonnes questions à se poser. Ouais. Quand tu crées une société, et c'est vrai que des fois, tu es un peu dans le rush, tu fonces, ce qui est super, parce que c'est ce qu'on demande aux chefs d'entreprise. Quand tu es à la création, il faut aller vite. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Et si on faisait... Attends, juste, je rebondis sur ce que tu dis. Ce qui veut dire, parce que ça, c'est un conseil à donner, dans l'évolution, parce que moi j'ai une vue rétrospective de l'évolution de l'activité. Au début, comme j'étais contacté par des grands groupes, tu vois, qui demandaient des marques et qui savaient qu'il y avait des petites boutiques de créateurs de marques, mais il y en avait 4 ou 5. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y avait des briefs, mais archi structurés. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des briefs que je n'ai plus maintenant. Qui faisaient plusieurs pages ? Ouais. Ça, moi. Les briefs, j'avoue, les briefs, ça a disparu. Moi, quand j'en vois un maintenant, j'ai une petite larme à l'œil. Quand il fait plus d'une page, même, je pleure carrément. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'avais des gens qui avaient fait donc des responsables naming qui étaient en face de moi, ou des responsables communication. Ils avaient phosphoré les équipes en disant sur le projet c'est ça, mais ils savaient qu'il fallait s'éloigner du produit, il fallait s'éloigner du business. Et avoir quelqu'un d'extérieur aussi. Parce que tu me parles, il y a des groupes qui ont carrément un responsable naming, mais ils font appel à des agences comme toi, des artisans comme toi, pour avoir aussi peut-être une autre approche. Ils sont trop orientés marque, du coup, alors, attends, maison mère je termine, Clément. C'est que du coup, maintenant, c'est moi qui fais les briefs. C'est-à-dire que quand je ne l'ai pas, je fais le brief. Et je dis, faites valider le brief en interne, faites valider les axes de création qu'on a vus ensemble, parce qu'il faut un brief, il faut une plateforme. Sinon... ça part dans tous les sens, tu vois. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est dingue. Tu fais carrément maintenant le brief. Ouais. Et pour répondre à ta question encore d'avant, quand tu travailles avec un grand groupe, là, par exemple, si je travaille avec toi ou si je travaille avec les gens qui m'ont appelé récemment, qui sont les demandeurs et en même temps les utilisateurs du nom, ça va vite. Ouais. Je fais ma recommandation, souvent elle est acceptée, c'est plié. C'est un mois, c'est ça. 3 semaines, Par contre, quand je travaille, j'ai la chance inouïe d'avoir été l'interlocuteur du groupe Stellantis et Peugeot notamment et DS pendant 20 ans. Ce qui n'arrive jamais à une fidélité de 20 ans, tu vois. Et sur ma dernière prestation qui était sur le concept car qui est devenu Inception. Mais non, ils ont circulé dans tous les services. Donc évidemment, il faut accompagner, tu vois, chaque retour, chaque feedback. Et donc le processus de naming est plus complexe. Il y a des tests. On fait des tests à l'international pour vérifier ça, c'est intéressant. Je voulais t'en parler parce que c'est vrai qu'il y a ce niveau-là maintenant avec la globalisation. Ouais. Ton nom, il doit être, on va dire, waterproof, bulletproof sur l'étranger parce qu'il y a eu des petites mésaventures a priori dans le naming où il y avait des noms qui étaient très forts dans un pays, mais tu découvres que
au fond de l'Ouzbékistan, peut-être que ça veut dire quelque chose d'autre qui n'est pas terrible. Non, mais le fond de l'Ouzbékistan, on s'en moque, tu vois. Ouais. Et là, il y a des pays dans lesquels, de toute façon, on sait que ça passera pas et il faut l'installer. Mais après, il y a une attitude de précaution que les groupes ont envie de border. Ils ont envie de border. Et alors, du coup, tu testes avec ton juridique, mais aussi tu testes l'étranger, enfin, tu testes... avec Stellantis, moi j'ai un réseau de linguistes spécialisés qui font un retour et qui me disent le niveau de prononçabilité, le risque de connotation négative. Donc si tu veux, c'est ce que tu dis là, le bulletproof, on l'a. Après, moi je dis, c'est une ceinture de sécurité qui, si on fait bien son boulot, si tu veux, les gens te disent tous MR2, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme marque? Il y avait MR2 de Honda, il y a eu l'e-tron de Audi, enfin tu vois, il y a des trucs comme ça qui passent. Tu dis oui, c'est impossible, moi j'achèterai jamais j'achèterai jamais la Kona, tu vois, de Hyundai. C'est pas possible, je suis trop sensible au naming pour ça. Mais comme tu dis, ça passe. En fait, faut que ce soit plus ou moins abordé. Il ne faut pas faire de grosses erreurs, mais des fois, tu les assumes, entre guillemets. Il y a des process où, en fait, en interne, les gens ne sont pas toujours d'accord, on accompagne. Moi, je sais que c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, la créativité, c'est inépuisable. C'est-à-dire que quand on est dans un processus créatif, tu peux retravailler autant de fois que tu veux. C'est-à-dire, on pense qu'on a fait le tour, mais le lendemain, on recommence et on trouve des idées. Et le lendemain, on en retrouve encore d'autres. Donc, notre boulot, c'est ça, c'est de... Enfin, quand tu es un expert et spécialisé, hein, parce que je pense que... C'est ça. Moi, en l'ayant déjà vécu, si tu veux créer ton nom toi-même, je pense que au bout de 2 jours, là, il n'y a plus rien qui sort et là, donc c'est fini. On apporte des solutions en fonction des feedbacks. Le process peut durer longtemps. Les enjeux ne sont pas les mêmes aussi, de toute manière. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on met le doigt dans un engrenage, on ne sait pas vraiment, parce que le client, je pense, n'a pas passé beaucoup de temps à préparer son brief et sa demande, donc en fait, il peut évoluer. Tu vois, il peut s'apercevoir en cours de process que finalement, c'est ça qui va l'intéresser, il faut l'accompagner dans cette évolution, donc ça peut être plus long, mais dans ma manière de travailler, globalement, en 3 semaines, on a déjà un retour qui correspond à la première demande, et alors, pour rentrer dans les détails du cheminement créatif, donc sur la phase production, création de nom, le livrable, moi j'ai une méthode que j'ai forgée par empirisme, donc c'est, comment on va appeler ça, c'est garantie 100%, quoi. C'est-à-dire je sais qu'il va y avoir jusqu'à 400, 500 noms. Je peux pas les présenter parce que si tu veux, ça t'assommerait. Moi, ça m'assommerait. Donc plus ça va, moins j'en présente, plus je garde les meilleurs sur le plan phonétique. Un nom, il faut que ça sonne. Oui. Les gens ne se rendent pas compte. On est dans une culture cérébrale cartésienne où on veut expliquer, justifier, on veut du sens. Mais je dis, la première qualité d'un nom, par exemple, si tu me posais la question, qu'est-ce qu'un bon nom? C'est une musique. Okay. C'est la musicalité du nom qui va faire que tu vas avoir envie de le répéter. Si je te dis Dynamic Touch, c'est pas terrible, non, mais Dynamic Touch, c'est naze, c'est pas bien. Tu me l'as déjà dit. Ouais. Je te l'ai répété 3 fois, c'est que le nom est bon. Ouais, il y a des noms qui ne se répètent pas. Alors, par exemple, si tu me posais la question, est-ce que tu as des idées de noms que tu n'aurais jamais voulu faire? je pourrais te dire, oui, il y a certains noms imprononçables. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis? Parce que le board s'est dit, tiens, il y a tout dans mon concept. Il y a le côté français, il y a le côté start-up, et ça donne ma French Bank. Wow. Moi, j'ai du mal à le prononcer. J'aurais jamais recommander un nom comme ça. Oui, My French Bank, ouais. C'est écrit en anglais, il y a le mot French, descriptif par rapport à ce que tu fais, oui, j'avoue, c'est un peu tous les red flags, mais pourquoi pas. Tu sens qu'il y a 2 demandes contradictoires. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais si tu veux, le nom qui sonne bien, c'est Coca-Cola. Oui, c'est 4 syllabes. Oui, ça... Il y a une rythmique, il y a des allitérations. Ça, t'as raison. Ouais. C'est la première des qualités. Donc j'ai un process, si tu veux, qui fait de la production, parce que je dirais la première le premier postulat d'une recherche de nom, contrairement à tout ce qu'on fait dans notre vie professionnelle, où on doit justifier, expliquer, suivre des choses assez précises, et donc pas faire d'erreur, moi je jette 99% de ce que je fais. Tu t'imagines un métier où tu jettes tout ce que tu fais. Ouais, c'est vrai. Et donc, tu produis beaucoup, voilà. et en fait, mais l'excellence fait que... c'est le postulat, il y en a très peu, il y en a quoi? Shortlist, c'est souvent 2, 3, enfin...
à la fin... En fait, là, la règle, c'est ce que je dis quand, par exemple, on anime le brainstorming, c'est la règle de base. On dit ce qui compte, c'est la quantité. C'est de la quantité que naît la qualité, à l'inverse de ce qui se passe dans la vie normale. Et donc, c'est vrai ça. Ouais. Moi, je présente. Alors, il y a des gens qui ne le comprennent pas forcément. C'est pour ça que maintenant, j'élimine. Mais tu vois, Django, par exemple, l'exemple de Django, je te livre un secret. Je me demandais si j'allais le mettre dans ma présentation. Il était tellement décalé. Donc, beaucoup des noms sont produits parce que je produis maintenant énormément de noms et que j'ai aussi des banques de noms. Ça, tu m'en avais parlé, ouais. C'est ma différence entre moi et mes interlocuteurs. Parce que tout ce que tu produis, toi, tu as pris le parti pris de le conserver dans ta banque, en fait, de créer une banque de noms comme ça. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai des idées 3 fois par jour qui me viennent tout le temps. Je n'y peux rien, c'est comme ça. T'as des flashs. Donc je les note. Ouais. Donc je les note et ce que j'ai bien fait, parce que récemment, je reviendrai après ce qu'on disait, mais j'ai été contacté par une municipalité, les Sables d'Olonne, qui voulait un nom pour son futur musée de la mer. Ok. Et donc moi, à chaque fois, je suis très reconnaissant à ces gens de s'adresser à moi, parce qu'il y a déjà 200 musées de la mer. Il y a déjà 200 Nausicaa, tu vois, des trucs auxquels on s'attend, et je ne vais pas leur faire le énième. Donc je présente au comité de sélection, au comité de pilotage, je présente des noms qui sont un peu dans la thématique de ce qu'ils veulent faire, etc. Ils en retiennent 3 ou 4, donc pour te répondre aussi, j'en ai créé 200 ou plus. Je fais parfois appel à des créatifs extérieurs parce que je ne veux pas que ce soit uniquement mes lubies, mes tics, etc. Donc il y a des apports qui enrichissent. Ils présentent donc au directeur qui est le maire du Sable d'Olonne, qui ne retient aucun des noms qu'après retenu le comité de pilotage, qui étaient des noms fabriqués, tu vois, c'était Odyssea, Odysseum, Dispace, qui tenaient la route dans le cadre du brief. Et donc, le nom qu'il a pris, ça m'a fait super plaisir. C'est un nom que j'avais en tête depuis 30 ans, c'est Nacéo. Ok, Nacéo. Voilà. Tu le répètes tout de suite. Ouais, c'est vrai. Très bon signe. Ouais, c'est musical. Ouais. C'est interpellant. Et évidemment, c'est pas pris. Donc c'est unique. Ouais, donc ça c'est fort. Et c'est ça que je trouve ça génial, et qui est un gros avantage pour toi, c'est que même une municipalité qui crée un musée, c'est vrai qu'il y a même de la concurrence au niveau des musées océaniques qui est tellement forte. Chacun doit attirer des gens, des clients qui font appel à quelqu'un dans le naming. Et moi, j'avais vu aussi, même maintenant, c'est une poissonnerie qui a ouvert à Paris et qui s'est brandée, qui fait des vidéos YouTube. Enfin, moi, ça me rend vraiment heureux, parce que les gens... Enfin, certaines personnes ont bien capté l'intérêt et le pouvoir, voilà, de la communication, du naming, d'une image de marque forte qui t'aide à aller plus vite, plus rapidement, plus fort. Ça veut dire que la municipalité, elle a déjà une stratégie de communication. La personne qui a décidé, elle s'est dit, je veux pas que ça soit je veux pas faire un musée comme ça, histoire de... Voilà. Et du coup, tu m'as pas posé la question que j'attendais. C'est pourquoi Nacéo? Parce qu'on peut se dire pourquoi Nacéo. Ouais, mais moi, tu vois, quand je me dis tu pas... l'as gardé comme ça. Non, c'est parce que tu me dis Nacéo. Moi, je trouve que ça sonne bien. Mais c'est vrai, alors pourquoi Nacéo? C'est l'anagramme de océan. Et c'est un musée de la mer. Donc en fait, qu'est-ce qui est intéressant dans ce... Et c'est peut-être inconsciemment, c'est pour ça qu'il marche peut-être bien aussi. En fait, des fois, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'inconscient dans le naming. Et en fait, là, on touche à un sujet stratégique qui n'en a pas l'air. C'est qu'en gros, le nom doit laisser l'espace à la communication. Quand tu t'appelles Musée de la mer, tu as tout dit. Tu n'as pas d'espace. Ça, c'est vrai, quand tu t'appelles Crème de la crème, la crème de la crème, c'est pas un fromager. Et donc, ta baseline, c'est le meilleur de la tech. Et du coup, tu permets à la communication de dire des choses si le nom ne le dit pas. Donc, il faut raisonner comme ça, en se disant, le nom n'est pas le message. Donc ça, c'est un peu mon mantra, tu vois, j'explique. Donc ça m'a fait super plaisir que, justement, le client choisisse le nom le plus, comment dire, a priori, comme ça, décalé, etc. Et en fait, ce nom, je l'avais relevé dans un roman de Yves Simon, et le nom, j'avais flashé dessus. Et donc, je l'avais noté. Tu l'avais noté. Tu avais déjà commencé cette banque, finalement, il y a longtemps. Et ça, c'est une très bonne idée. J'ai plein de noms comme ça que je note en permanence.
parce qu'ils ne correspondent pas forcément à une demande, mais je trouve qu'il y a une qualité signifiante, où tu vois, on est en éveil, moi je suis en éveil permanent sur quand on me dit, tiens, il y a eu des alpinistes sur le mont machin truc, je me dis, ah tiens, machin truc, c'est pas déposé. Et je vous interromps un tout petit instant encore. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre travail et surtout si vous voulez voir d'autres épisodes. Je pense que je suis un peu comme toi. C'est vrai que l'avantage de faire un métier passion, Bah oui. c'est qu'on y pense, c'est vrai, beaucoup et tout le temps et que c'est un plaisir de le faire. Ça, c'est ce qui fait la différence. Donc, pour répondre encore une fois à la question pourquoi faire appel à un prestataire, c'est parce qu'on arrive avec nos outils. On n'arrive pas avec la page blanche. C'est bien la page blanche. Il y a 30 ans, oui, on pouvait commencer avec une page blanche et puis se dire, tiens, on va trouver un nom. Mais si tu veux, si au lieu de le faire en une séance, on le fait en 4 séances, le nom sera quand même plus fort, plus puissant. Et si j'ai des outils en même temps et que je saupoudre, moi j'appelle ça du saupoudrage, avec quelques propositions que j'ai déjà notées, parce que je sais que tous les noms de villes ils sont déposés, tous les noms de lieux sont déjà déposés, mais si j'en ai déjà identifié, bah c'est vrai que ça amène un plus. Ouais. Tu vois. Et alors, il y a plein de questions que j'avais envie de te poser. C'est qu'est-ce que tu penses de la mode des prénoms, par exemple, tu vois, sur les sociétés? Est-ce que tu penses que c'est des modes comme ça qui passent ou c'est des choses qui vont durer? Parce que là, en y repensant, c'est vrai que tu disais, il y avait Jules, moi je connaissais une start-up qui s'appelle Bruce, il y a Alan, il y a peut-être, je sais pas, ça se trouve, il y a une marque qui s'appelle Paul. Tu vois, bien sûr qu'il y a une marque qui s'appelle Paul. Et puis, pardon. Ça, il y a le Paul Boulangerie, mais enfin. Il y a une autre qui s'appelle sur les Champs-Élysées qui s'appelle Louis. Louis, ah oui, Donc, ouais. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, parce que des fois, toi, dans tes goûts perso, est-ce que c'est des choses que tu aimes ou que tu as déjà proposé? Les prénoms, tu n'as jamais trop fait ça, proposer un prénom Alors, je te répondrais que j'ai pas de mes goûts personnels, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Je le mets pas en avant. Ouais, t'as pas d'a priori. T'es vraiment un vrai pro, j'arriverais pas à te... Non, mais je vais te répondre parce que c'est vraiment une question intéressante. C'est que l'utilisation d'un prénom, ça répond à une stratégie qui effectivement est intéressante. Je trouve que le nom Alan, il est génial parce que c'est très court, c'est pas vraiment un prénom très connu, et en plus le type qui a monté cette start-up, il a réinventé le métier de l'assurance. Ouais. Et donc, même dans leur com, dans les visuels, ils sont assez forts à donc ça. Ça a du sens de dire, nous on est très proches et on personnifie et on incarne. Et du coup, comme Murphy pour la dépannage, tu vois. C'est la loi de Murphy, c'est autre chose. Mais si tu veux, il y a une raison à le faire. Et je trouve que ça résonne, en fait. C'est une stratégie. C'est une stratégie. On est dans un monde qui se déshumanise. Du coup, l'humanisation de la marque à travers un prénom, je pense que ça correspond à une logique. Qu'il faut, les prénoms sont limités. Moi, j'ai des... Mais il y a un imaginaire, parce que le prénom Louis n'a pas la même résonance, la même signification que Alan. Voilà. L'univers des prénoms est assez illimité quand même. Moi, j'en invente plein et j'en ai plein en stock. J'aurais dû te demander, mon fils, mon prénom, j'aurais dû venir te voir. N'hésite pas, il n'y a pas de problème. Ouais, j'en ai plein que j'ai inventés. Je trouve que c'est assez... La gymnastique est marrante d'ailleurs, de faire des faux, vrais prénoms. Ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Après, ce que tu dis, ça fait penser à pourquoi les noms, on arrive à des noms parfois ésotériques, ou parfois on ne comprend pas les noms. Et est-ce qu'il y a des règles pour les noms? Je dis, la seule règle, c'est qu'on puisse arriver à les déposer. Et comme tout est déjà pris, ça t'oblige à faire des espèces de gymnastique avec des noms, tu vois, je dirais, qui ont l'air tellement compliqués, que du coup... Les noms qu'on a sont l'objet de la contrainte, parce qu'on ne peut pas redéposer, tu vois, des choses qui existent déjà. Ou de la frustration si tu le fais tout seul, parce que tous les noms que tu vas trouver toi-même, franchement, je ne dis pas 99%, mais quasiment tout le temps, le nom, tu vas le taper comme ça, frénétiquement sur l'ordinateur, tu vas voir qu'il existe déjà. Ouais. Ou que le .com, il est pris par une marque coréenne, tu vois, t'es dégoûté. Tu fais des biscuits alors que toi, t'es la télévision, mais il va te bloquer. Fou, Moi, une de mes grandes satisfactions, mais alors là, c'est quand même... La satisfaction d'un créateur de nom, c'est cette espèce de jubilation quand des fois, t'arrives à des trucs qui te surprennent, parce que ça remplit toutes les cases, mais surtout... Quand je tape, quand je googlise le nom et que je vois qu'il n'y a rien, là tu te dis quand même on arrive quand même sur des zones où et ça m'arrive fréquemment. C'est bon, ouais. Où il y a personne. Quoi. Donc là tu dis à ton client oui regardez il y a 0 occurrence Google et les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va en parler de ça parce que pareil alors là si on te demande dans ton brief un nom
.com, .fr, pas pris sur les réseaux sociaux. Là, je pense que ça coûte plus cher chez toi, je pense, d'avoir tous ces impératifs parce que c'est très complexe quand même. Il y a des options. L'option.com, je relève le défi. De toute façon, la création, non, c'est des challenges. C'est ça qui fait que chaque création, même au bout de 30 ans d'expérience, c'est un challenge. Donc le .com, c'est un challenge. Mais maintenant, moi, ma métaphore, c'est de dire, comme les gens qui travaillent vont de plus en plus vite, comme ils sont dans une espèce de mimétisme et qui sont dans une espèce de, tu vois, de facilité, on se rend pas compte, on dit oui, tout est déjà déposé. Certes, mais tout est déjà déposé quand on pense comme tout le monde et quand on fait dans l'air du temps. Mais dès que tu prends un petit peu de, comment dire, que tu prends un petit pas de côté, que tu recherches sur des lexiques dans lesquels les gens ne vont plus, évidemment, les noms d'étoiles, les noms de dieux, les noms de mythologiques, ça fait 20 ans qu'ils ont été exploités, surexploités. Sur la quantité qu'on check, il y en a peut-être 1 sur 500 qui n'a pas été exploité vraiment, et tu peux te dire tiens, c'est dingue, c'est un mot qui existe, il est libre, donc ça a ce coup de chance parce que on en produit, on en vérifie beaucoup, mais en même temps, dès que tu t'aventures sur des combinaisons de noms que personne n'a fait, il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est un peu comme si on était sur la Terre et qu'on se disait que l'univers est complètement, tu vois, encombré. Non, il faut sortir des premières, mais ça, il n'y a qu'un professionnel, je pense, qui peut arriver à le faire. C'est un peu notre rôle. Alors après, sur les réseaux sociaux, oui, ça augmente encore, mais je te dis, la créativité, c'est vraiment la technique qui permet de sortir de cet encombrement. On trouve des solutions, des choses, des combinaisons. Moi, je me rappelle, tu vois, j'avais déposé, c'est pas moi qui l'ai présenté au client, mais j'avais déposé à l'époque Nature Active. Nature, c'est très commun. Active, c'est très commun. La combinaison des deux, ça a fait une marque qui a été, tu vois, légitime très vite. Et ça, si tu veux, c'est pour ça qu'il faut produire beaucoup pour arriver à ces résultats qui ont l'air évidents. Ok. Et ce serait quoi les noms de marques que tu aurais aimé avoir créés? Est-ce qu'il y a un truc comme ça où tu dis, je sais que tu cites beaucoup Orange. Oui, parce que c'est un exemple fort, mais non, moi au contraire, je cite beaucoup des marques qui sont des marques de niche, qui ont osé avoir des noms comment dire, qui sont pas descriptifs, j'imagine. Ouais, c'est ça, qui sont métaphoriques, donc qui laissent la place à un message sur ce qu'ils font la prestation, mais qui éveillent la curiosité, qui disent autre chose. Et donc j'ai des marques sympathiques, tu vois, qui sont pas forcément connues. Il y en a que j'ai faites, il y en a que j'ai pas faites. Je vais parler de celles que j'ai pas faites. Par exemple, c'est quelqu'un qui a lancé une marque de sneakers écologique à base de récupération. Il n'y a pas le mot sneakers, et il s'appelle Corail. Corail, ouais. C'est fort. J'avoue, c'est une marque métaphorique. J'adore. C'est une belle identité de marque. Récemment, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle start-up qui était sur le positionnement de la tech et qui a choisi un nom justement anti-tech, anti-culture avec le lexique là. Il s'appelle Le Hibou. Okay. C'est tendance rétro. Le hibou, il est toujours en veille. Donc, tu as un imaginaire. Mais ça, c'est vrai que c'est fort. C'est bien trouvé. C'est bien trouvé, tu vois. Tu l'entends une fois, tu t'en rappelles. Surtout dans le champ lexical des startups. Enfin, je pense que tu les mets dans une liste. Les invités de ce soir sont, et puis tu as le hibou. Et je pense que ça interpelle. Pourquoi machin, il raconte son histoire. Ça, c'est vrai. Si dans ma partie culture naming, tu vois, que je partage avec mes interlocuteurs, je cite l'exemple le plus facile. Tu as Intersport, GoSport, Sport 2000 et boum, Decathlon. Decathlon, il a fait l'écart qui fait qu'il est une vraie marque, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, par exemple, dans les marques que j'ai créées, donc c'est des PME ou des petites startups, mais je suis très fier du naming qui a été trouvé. Message à l'intelligence artificielle que l'intelligence artificielle ne trouvera jamais, parce que l'intelligence artificielle ne sait pas ce que c'est que le second degré, et que le deuxième niveau est que le clin d'œil. Par exemple, d'une marque de livraison de viande haut de gamme, il n'y a pas le mot viande, il n'y a pas livraison, il n'y a pas haut de gamme, ça s'appelle les Beaux Quartiers. Tu vois, et donc au début, tu choisis pas forcément les Beaux Quartiers parce que tu t'attends pas à ça. Mais après, tu t'aperçois que la mécanique, elle fonctionne bien. Donc, est-ce que tu as encore quelques exemples comme ça? Ce que j'aime bien, c'est ça. Moi, j'aime bien les marques à double sens.
je ne peux pas ne pas citer une marque de biocosmétiques pour hommes pour lesquelles j'ai été primé par le Grand Prix Stratégie, donc j'en suis quand même fier, parce que c'est une marque anti-brief. C'est la marque 66 degrés 30. Ok, ouais. 66 degrés 30. Ouais. Pour le retenir, personne ne sait ce que c'est, à part quelques astrophysiciens. Ok. La personne qui m'avait briefé me dit je voudrais une marque de biocosmétiques pour hommes, mais technique. Pas une marque élitiste, non technique, ouais. Technique. C'est la beauté, c'est la bio, mais c'est technique, c'est moderne, c'est performant. Et donc il a un peu tiqué parce que c'est long, ça veut rien dire, etc. Et j'ai tenu bon. Et en fait, c'est l'angle d'inclinaison du Soleil par rapport à l'hémisphère. De ce nom naissent le jour et la nuit, les saisons. Il a tout son storytelling. Génial, ouais. Et dans le monde, pas une seule marque. Ouais. Ah oui, ça c'est clair. Et puis ça interpelle en fait. Donc le job est là en fait. Le job est fait parce que tu es interpellé. Forcément, on te dit ça là, c'est. Après, un autre nom que j'aurais aimé faire par exemple, parce que je trouve que c'est vachement bien trouvé comme résolution. En fait, la marque, c'est quoi ? C'est un signe unique, archi distinctif. C'est pas une autre. En fait, le mot table, c'est pour différencier l'objet de la chaise. Il est unique. C'est un critère de distinction, mais vraiment au sens, je dirais, littéral. Et donc, cette marque, par exemple, on pourrait opposer des noms qui disent et des noms qui suggèrent. La marque que j'adore, c'est 1683. Ouais. À moins de 1683 km de chez vous. Il n'y a pas France, il n'y a pas fabriqué en France, il n'y a pas français, il n'y a pas française. Et donc la marque, c'est une super trouvaille. Ouais. Et donc j'aime bien ces marques-là qui laissent la place au message, qui créent quelque chose qui interpelle, enfin, qui ça, interpelle. ouais, c'est ce qu'on appelle une marque évocatrice. Ok. Tu vois. Et nous, tu peux nous rappeler tous les types de naming, enfin de noms de marques. Là, il y a une marque évocatrice, il y a une marque descriptive. Alors, juste un brief surtout pas rappel. la marque descriptive, parce que la marque descriptive, c'est un .com, un .fr qui dit exactement ce que ça fait. Tu peux choper cette extension. Par contre, tu peux pas la protéger. Potentiellement, quand tu diversifies tes activités au fil des années, ce qui arrive forcément toujours, t'es coincé. À peu près, en fait, tu dois payer changement de nom, grosse phase de communication, de publicité. Ouais, c'est l'inconvénient. Alors, tu as les noms. Moi, je veux pas livrer, mais non plus ma manière de les mettre en progression. Mais tu as des niveaux d'éloignement par rapport à ce que ça désigne. Et puis après, tu as aussi en termes de juridique, moi c'est ça qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on fait des noms qui sont déclinables sur différentes activités, parce que le nom, on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait c'est ça la contradiction des missions du nom, c'est qu'au début il doit interpeller. Pourquoi la CO? Tu l'as jamais entendu, donc du coup il va t'interpeller. Et il a un effet starter et levier sur la communication, évidemment. Et en même temps, il doit durer. C'est-à-dire qu'il ne doit pas s'user. Ouais, donc, ça c'est vrai, tu as raison. S'il est bien trouvé, 10 ans, bonne créa, elle dure quand même assez longtemps. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Le nom, c'est un repère, mais il doit pouvoir être exploitable. C'est-à-dire que quand tu crées un territoire qui est unique, quand tu crées Alan, pendant 10 ans, tu peux jouer sur ce côté affectif, la relation que tu entretiens, la personnification, etc. Ça marche. Et donc, ça ne doit pas s'user comme un pur effet de mode, tu vois, qui est daté. Ça, c'est vrai, t'as raison. Et donc ça, c'est une des doubles contraintes qu'il faut voir dans la recommandation sur le nom, c'est est-ce qu'il va durer, est-ce qu'il ne va pas s'user. Plus tu surfes sur des tendances existantes. Moi, je vais prendre l'exemple d'un nom sur lequel, moi, personnellement, en termes de pur nom, parce que le nom, c'est pas la marque, j'ai jamais adhéré. C'est, déjà, sur Ma French Bank, à cause de sa phonétique, je trouvais que c'était pas très, adapté à l'usage de la cible des millennials. Trop cérébral. Et le slip français m'a jamais plu comme choix de nom, parce que je me dis, on s'enferme. On s'enferme d'abord dans un positionnement franco-français qui était très original la mode, au départ. C'était très différenciant. C'est vrai que c'est eux qui ont lancé, C'est eux qui ont lancé la mode du Made in France, un petit peu, quand même. Ils ont été quelques années. Ils étaient précurseurs de cette tendance. Ça, c'est vrai. Sauf qu'après, la tendance, elle commence à subir une érosion.
Et du coup, t'es pas dans une identité de créateur, vraiment. Tu vois, t'es dans une identité un peu générique. Malheureusement, la marque a des difficultés aujourd'hui, mais ce choix, c'est pas un choix que j'aurais partagé, tu vois. J'aurais été plus loin. C'est peut-être une fausse bonne idée. En fait, au début, t'es quand même enfermé dans un nom qui décrit quelque chose. Ouais. Finalement, toi, t'as laissé la mode, mais la mode te rattrape quelques années plus tard, en fait. Donc, d'où le fait que tu disais, il faut un nom qui tienne sur la durée. Et je vous interromps un tout petit instant pour vous dire, il y a plein de vidéos à venir et déjà diffusées. Ce contenu est fait pour vous faire découvrir et apprendre des choses que vous pouvez appliquer. Mais si vous souhaitez aller plus vite, ou vous sentez que vous n'arrivez pas à passer un palier dans votre business, ou vous ne voulez pas le faire vous-même, je vous invite à nous contacter pour profiter de notre expertise et de nos partenaires. Allez, de retour au podcast. Et est-ce que tu aurais d'autres noms comme ça que tu n'aurais jamais aimé créer? Parce que ça faisait partie des questions qu'on s'était dit, est-ce qu'il y a... Là, on a fait le tour, sans trop balancer, on va dire c'est deux bons exemples. On va s'arrêter là. Mais pour te répondre, Clément, qu'est-ce qui définit un mauvais nom? Qu'est-ce qui définit un mauvais nom? C'est dur à dire, je pense. C'est comme qu'est-ce qui définit un bon nom? C'est pas si simple à dire. En fait, je pense que le critère le plus important, c'est un nom qui est peu prononçable ou qui chante pas. Comme tu le disais avec ma French Bank. Ça, pour moi, c'est vraiment... Et un nom trop descriptif. Voilà. Moi, je rajouterais, ce qui définit un mauvais nom, c'est que tu t'en souviens pas. Aussi, on s'en souvient pas. Ouais, c'est vrai. Là, je cherche depuis je sais pas combien de temps le nom qu'avait donné Google à une de ses filiales. Et même en cherchant sur Google, c'est impossible de s'en rappeler. C'était un nom de médicament qui veut rien dire. On va être submergé par ces noms-là qui vont être produits par l'intelligence artificielle qui saura très bien faire ces noms, tu vois, qui sont des noms sans désincarnés. T'as raison. Il n'y a pas le côté humain, le clin d'œil ou la chose qui fait que ça va pas marcher. Et c'est vrai qu'on peut parler un petit peu IA. Et du coup, ça, c'est quelque chose que toi, tu as vu, que tu as utilisé dans le cadre du travail. Quelque chose qui t'a fait peur, c'est quelque chose où très vite on s'est aperçu que ça marchait pas. Comment tu vois, toi, l'arrivée de l'IA dans ton domaine, dans ton métier? Moi, je suis très content que l'IA soit perçue comme la panacée pour tout, parce qu'elle ne le sera pas pour le naming. Évidemment que c'est l'IA, c'est du calcul intégral. C'est un recyclage d'informations qui a déjà été capté par les robots. Donc c'est le contraire même du naming. Le naming, il invente quelque chose qui n'a jamais été vu, qui a été inédit à partir du cerveau humain. Un petit point quand même technique que j'ai lu parce que je suis assez, bluffé par le fonctionnement du cerveau humain, parce que quand tu mets en branle, tu as des processus créatifs, tu es surpris toi-même par ce qui se passe. Et donc les résultats qu'on obtient sont surprenants. Sur l'IA, pour répondre prosaïquement, oui, j'ai fait des appels à ChatGPT, c'était à péter de rire tellement c'était nul, avec des erreurs qu'aujourd'hui on appelle les hallucinations. Et donc si tu passes ton temps à corriger tes prompts et que tu passes plus de temps à faire des prompts qu'à faire de la création de noms, moi je préfère ma méthode qui marche, avec des noms qui sont intéressants et nouveaux, et avec du double sens et de la créativité, et qui ne sont pas reproductibles et que tu n'as jamais vu, plutôt que d'avoir des tonnes de noms qui sont hors sujet. Moi, j'étais choqué, les infopreneurs ou les influenceurs LinkedIn ou business. Enfin, moi, j'avais vu des gens qui te disaient, alors, ton nom de boîte, alors, ma méthode pour créer la société. Voilà. Tu vas sur ChatGPT, tu lui dis, tu fais ce prompt-là, ok, il te sort 10 noms, t'en choisis un, allez, c'est parti. Et c'est vrai que c'est dangereux, je pense, et c'est des mauvais conseils de faire croire aux gens que ça peut être bon de... Alors peut-être il y en a une fois sur 1000 requêtes, ça va bien tomber, mais c'est vrai que... Tu peux et tu ne pourras pas me citer un seul nom qui soit sorti par l'intelligence artificielle et qui aura la même saveur que tous ceux que je t'ai cités. Ensuite, les générateurs automatiques de noms, ça existe depuis très longtemps. Et si tu veux, c'est nul. On le sait. Parce qu'ils reproduisent toujours. Ça a déjà existé. Enfin, il y avait des boîtes qui avaient déjà développé ça. La boîte Nomen, qui est la leader de la création de noms, avait déjà développé un générateur automatique. Ça existe depuis toujours. Les serveurs sur lesquels tu crées ton nom toi-même, c'est pathétique ce qu'ils trouvent, évidemment, ça n'a rien à voir avec les noms dont on a parlé. Donc moi, je suis ravi que les gens perdent du temps avec des phénomènes ils s'arrachent les cheveux et après ils viennent te voir. Ouais, parce que nous, le travail d'artisan, le travail de trouver des sous-bassements, trouver des clins d'œil,
faire de l'humour, tu vois, l'intelligence artificielle te sortira jamais Fruchti. Elle te sortira, parce qu'elle va dire c'est nul, c'est péjoratif. Elle sortira jamais la crème de la crème pour de l'informatique, tu vois. Il y a des espèces de liens. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est relier des choses qui n'avaient jamais été reliées avant. Intelligérer, c'est relier, créer des relations. L'intelligence artificielle, elle reste sur la demande que tu vas formuler. Donc, pour des grandes quantités de data, ça va servir. Mais nous, on n'est pas dans ce domaine-là. On est dans un domaine plus subtil, je dirais. Donc, il faut garder, je dirais, la richesse de la création, entre guillemets, de l'intelligence de la création en groupe, d'intelligence collective, pour ces éléments qui ne sont pas sur de la grosse quantité, qui ne sont pas sur de la reproduction. Moi, je dirais tout le monde de vraiment faire attention sur ce genre de conseils, non, parce mais que la marque, le nom, tu ne peux pas te permettre de faire ça. un prompt ChatGPT et de croire que tu vas avoir ton marque, parce que ton voisin qui va faire la même activité, il va avoir le même nom. Voilà, et puis en fait, tu penses, c'est des fausses bonnes idées, en fait. C'est des faux bons conseils, parce que après, tu vas vite ramer. Tu peux, donc ok, tu auras un nom rapide, tu crées ta boîte rapidement, mais c'est vrai que ton nom, s'il est vide, il est creux, tu vas plus ramer pour vendre tes produits, pour te faire connaître, pour que les gens te retiennent. Enfin, c'est incroyable, les gens se rendent pas compte à quel point tu diminues tes chances de Moi, j'ai la chance de en faire fait. une activité où je m'adresse à une élite, il faut le dire, il faut être clair. Les gens, c'est rare, les gens qui font appel à un créateur de marque, c'est des gens Mais qui comme sont tu dis, exigeants. ça se démocratise quand même de plus en ça reste plus. une Mais élite. Ça, Ah ouais, ça tu c'est penses démocratisé. Ah oui, parce que C'est- t'es pas obligé d'être exigeant. Tu peux avoir un nom qui soit faible et qui ressemble à tout le monde et qui fasse pas le boulot parce que tu t'en contentes. Moi, je m'adresse. Les gens qui viennent vers moi, c'est ça qui est vraiment exceptionnel, c'est qu'ils ont une exigence qui va au-delà de la simplicité, de la rapidité, comment dire, du conformisme. Ouais. Et donc voilà. ça on paraît reste bien parce que des- c'est tellement important, enfin c'est tellement la base, enfin ton nom, c'est vraiment le début de ta réussite qu'en fait, c'est ton socle, Ouais. c'est je sais pas. Moi, ça- je dirais, ça me si vous paraît pour cool, mais- résumer, c'est pas le nom qui fait le succès. Mm. Il faut être lucide. Ah oui, bah oui, non, mais ça c'est sûr C'est aussi, le, mais c'est le produit, c'est la strat, c'est la Mais com. quand même. Mais il y contribue. ah oui, S'il est bien trouvé, bien il sûr. t'aide, tu Ah vois. oui, non, mais ça c'est sûr. Hein. Moi, je sais que le retour Par exemple, je suis très fier aussi d'un autre nom que j'ai trouvé pour une amie qui voulait monter son école de danse parce qu'elle m'a proposé ces noms. Et quand elle a vu ma tête, elle me dit ils sont nuls. Je dis je peux t'aider si tu veux. et du coup, elle m'a redit très 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 régulièrement à quel point elle était contente du nom qu'elle a choisi. C'est Danser maintenant. Tu vois. Et aucune des écoles de danse de Paris n'a un nom qui s'en approche. Et ça correspondait. Mais c'est marrant parce que danser maintenant, tu me le dis, j'ai envie de danser. En fait, ça. c'est bizarre parce que voilà. Le nom, on pourrait dire danser maintenant, mais non, en fait, ça marche bien parce que ça me donne envie. Mais c'était tu vois, c'était son. Et peut-être son que les projet. gens arrivent pas aussi à passer le pas, tu vois, une école de danse, je sais pas. Danser c'est maintenant, ça. enfin, tu vois, il y a déjà une impulsion C'est ça. dans le nom qui fait que C'est ça. C'est exactement ce qu'elle voulait t'as faire envie, passer ouais. comme message, c'est que faut se lancer. il y a une urgence, il y a une urgence qu'il faut pas remettre, qu'il faut le faire, que c'est pour tout le monde. C'est l'épanouissement. Enfin, tu vois, c'est dans mon imaginaire, tout de suite, ça a travaillé. Et ouais. ça marche. Et le nom, il est archi simple, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'ai exprimé, t'as exprimé exactement ce que j'avais en tête. C'est ça. Et du coup, l'intelligence artificielle, elle peut pas sentir. Ouais. Tu vois, ce que tu n'as pas le temps de formuler, mais que nous, on essaye de cristalliser dans le mot, parce que quelque part, il y a une attente. Donc, c'est ça qui est cool. D'accord. Et alors, tu nous avais dit que tu partagerais un petit peu les conseils. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour éviter vraiment alors, tu veux créer erreurs Tu veux créer un nouveau nom pour un de tes clients, par exemple. Et tu veux faire ça assez sérieusement. Première mise en garde, c'est effectivement la préparation, c'est ce qui est déterminant. C'est un peu comme quand tu veux faire une décoration de peinture sur un mur, tu mets de l'enduit, tu prépares ton mur, tu fais pas la peinture tout de suite. Donc il y a prévenir tous les gens à qui tu vas t'adresser de ce projet de naming pour qu'ils découvrent pas le nom comme ça à la dernière minute, parce que sinon ils vont dire c'est nul. Ouais, ils vont se refermer. C'est quelque chose de psychologique tout de suite de te refermer. Ouais. Trouver un comité de pilotage qui soit cohérent avec le choix ultérieur pour qu'il y ait toutes les sensibilités de l'entreprise, si tu es tout seul. Et qu'il y ait aussi le décideur qui soit impliqué. Ouais, parce absolument. que ça, attention, faut pas qu'il découvre à la fin. Exactement. Pareil, parce que monsieur
monsieur n'a pas le temps ou Absolument. est Ça, busy ou je sais pas on quoi. vous prévient, voilà ce qu'on va faire, on va faire appel à un professionnel, voilà, et surtout, commencez à réfléchir sur qu'est-ce que vous voulez faire de ce nom, et donc c'est de penser ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, moi par exemple, quand je reçois des briefs, il y a 8 pages sur le business. Voilà mes concurrents, voilà ce que je fais, voilà pourquoi je suis meilleur, voilà pourquoi, quelles sont la cible, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. En gros, ce qui m'intéresse, c'est le point suivant. Quel est votre critère de différenciation ? En quoi vous êtes différent de ce qui existe et en quoi vous serez différent ou comment vous voulez vous rendre différent ? Sur quelle promesse ? Donc là, on est dans du marketing quelque part, tu vois. Ou sur quel bénéfice client ? Alors là, il y a déjà une réflexion. Et les valeurs aussi. Les valeurs, bien sûr. Oui, la plateforme de marque, par exemple. Quand on avait travaillé ensemble, on avait défini des plateformes de marque. Donc ça, c'est la préparation pour permettre ensuite de rentrer dans le vif du sujet dans la deuxième partie où la production de noms va avoir lieu. Donc ça, c'est la première partie. Il faut quand même bien se poser pour revenir sur ce brief quelque part qui doit être formulé. Ce que personne ne fait. Aujourd'hui, on va faire un brainstorming. Alors, le brainstorming, c'est pareil. C'est Osborne, un psychoclinicien américain qui a inventé la technique du brainstorming. Il y a des règles à suivre. Et en fait, on doit sortir d'un brainstorming épuisé. Presque tout va être à jeter, mais sur la quantité, il va rester des choses. Et le brainstorming, il doit aussi s'animer de manière professionnelle avec une préparation. Moi, je l'ai vu, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que tu maîtrises. Tu maîtrises très bien, ouais. C'est cadré, enfin. Ouais, les gens, ils pensent que le brainstorming, ils vont trouver le nom en brainstorming. Je dis, on cherche pas un nom. On met tous les noms possibles, on explore toutes les directions, on se laisse aller et surtout, on ne juge pas. Tu débroussailles, quoi. On ne juge pas et c'est ça qui va permettre d'avoir des noms qui vont nous surprendre, auxquels on n'aurait pas pensé. Donc ça, la deuxième phase, c'est la phase de production. Il ne faut pas s'attendre à trouver le nom au bout de 15 noms, au bout de 16 noms, donc il faut produire beaucoup, avoir une vraie démarche de production. Donc moi, c'est ce que je dis aussi aux gens qui vont peut-être écouter le podcast, c'est faites appel à un professionnel pour la phase de construction du brief, pour que ce soit un brief naming et pas un brief produit. Faites appel à un animateur de brainstorming pour qu'il y ait vraiment la production des noms qui soit la plus riche possible, où personne ne juge, parce qu'on ne va pas chercher le bon nom, ils ont tous un petit point faible, mais on produit, on crée une dynamique de groupe. Ce travail d'animation de brainstorming, c'est pas si évident que ça. Non, mais je suis d'accord. Parce qu'on juge. On peut se dire, allez, c'est la foire au nom, tout le monde dit n'importe quoi. Enfin, tu vois, dites-nous tout ce qui vous passe par la tête. Enfin, non, il y a un cadre. Peut-être il y a une phase où c'est comme ça, mais c'est vite. Évacuer, je pense, pour passer à tes phases prévues. Il faut vraiment chercher la quantité. Après, les gens ne se rendent pas compte que, comme beaucoup de choses sont prises, des fois on peut avoir des bonnes surprises. La phase de sélection donc juridique, bon là, je pense qu'il ne faut pas bricoler, quoi. Il faut pas forcément. Non, il faut souvent. On pourrait avoir tendance à présenter les noms à un avocat en droit des marques. Moi, je pense que non, il faut d'abord faire un pré-filtrage juridique. Bon, il faut s'adresser à un professionnel qui va dire, sur les 10 noms, il y en a peut-être un ou deux à aller voir plus loin avec un avocat, mais il y en a 8 qu'on peut déjà éliminer, ça peut se faire sur le travail de pré-filtrage juridique. Juste des conseils que je donne aussi, parce que les gens ne le savent pas. Quand tu déposes une marque, elle peut être antériorisée par une société, par une raison sociale. Elle peut être antériorisée par des noms qui sont approchants, mais pas forcément exactement les mêmes. Donc, quand tu fais une recherche par toi-même sur les NPI, il y a plein de pièges auxquels tu... Ah oui, c'est vrai, oui. C'est surtout tous les noms approchants, tous les noms approchants qui sont identifiés comme des marques similaires, qui peuvent te faire des oppositions. Moi, des fois, il m'en est arrivé une. Et que tu peux soulever, parce que toi, tu sais que c'est possible. Sur ta classe, enfin, si sur un domaine différent, les classes, il y a plusieurs classes différentes. Et si tu veux, mon empirisme me fait que, par exemple, il y a des mots que tu sais que le titulaire de la marque, il tire à bout portant sur tout ce qui bouge, à l'approchant. Tu peux pas déposer planète. Tout ce qui est composé avec planète, il y a des gens qui vont tirer dessus à bout portant parce que c'est ultra protégé par voilà. Et il y a des noms comme ça, il faut savoir quels sont les risques. Planète à cause c'est la chaîne Planète. C'est ça, Canal+. Si je ne me trompe pas. Et il y a quelques noms comme ça qui sont ultra protégés. Donc ça, c'est la partie juridique, c'est quand même un élément professionnel. Et alors le deuxième, conseil
sur la phase délicate. La phase préparatoire, elle est essentielle. Et la phase la plus délicate, où là, si tu veux, toi, tu as eu beau faire le maximum de création, le maximum de recherche, et tu as beau avoir des pépites sous le coude, si au niveau de la sélection, tu as des gens, si tu veux, qui ne perçoivent pas qu'il y a des critères de performance à cocher pour que choisir le nom, mais qui sont dans le j'aime pas, ou qui confondent l'accessoire et le fondamental et qui disent ah ben non, mais là franchement ça me fait penser à quelqu'un qui vend du potassium en Nouvelle-Calédonie, j'en veux pas, c'est anecdotique. Donc il y a toujours le nom parfait n'existe pas. Dans la sélection, il faut quand même faire un arbitrage, tu vois, entre les qualités et les petits défauts qu'il y aura toujours, mais il faut voir comment moi je dis, il vaut mieux avoir un nom avec 3 qualités et un défaut, qu'un nom sans défaut et sans qualité. Ouais, et qui interpelle pas, qui fait pas le job et tout. Ouais. Donc la sélection, c'est la mise en regard des quelques noms qui vont rester par rapport aux critères du cahier des charges. Qu'est-ce qu'on voulait dire, comment on va se différencier. Oui, tu as raison, en fait c'est le plus important, parce qu'il faut zapper le côté pas irrationnel, mais le côté, voilà, j'aime pas, comme tu dis, le côté... c'est des name killers, le j'aime pas. Ouais, parce que ça veut dire que tu fantasmes sur un type de nom. Ça me fait penser à un truc, parce que moi j'ai eu ça dans mon enfance, ou je sais pas quoi. J'ai eu des trucs comme ça. J'avais présenté justement, c'est une société de finance, et il y avait un des noms qui rappelait quelque chose à une personne, il était la seule. Tant pis, tant pis pour toi. Enfin, ce qui compte, c'est la marque, en fait, que la marque soit forte et qu'elle marche. Exactement. En fait. Donc là, par exemple, ce que je dis toujours en système d'alerte avant de présenter mes noms, je dis bon, soyez libre de ressentir et de donner vos associations d'idées sur le naming. Et ça, c'est intéressant, c'est à quoi ça fait penser. Quelles sont les associations, mais pas le jugement du j'aime pas. C'est trop définitif, c'est trop catégorique. Et du coup, je dis voilà, attention, le premier risque et la première erreur à commettre, c'est confondre le nom et le message. Le nom, c'est pas le message. C'est le nom qui va permettre ou pas le message. Et du coup, c'est ça qui va faire la différence sur les extensions de nom de domaine, c'est justement le hibou, la baseline, ça existe pour une raison, c'est en dessous, parce que tu peux pas la mettre dans ton nom de logo, faut pas faire cette erreur. Il y a des noms qui font un effet immédiat, tu vois Danser maintenant, tu as tout de suite vu ce que ça provoque, et puis tu as des noms qu'il va falloir accompagner. S'ils sont inattendus au début, ils sont un peu déstabilisants, quoi. Ouais. Tu vois, moi c'est personnel. Stellantis, au début, ça m'avait un peu dérouté, mais plus je l'ai entendu, tu vois, plus je l'ai vu comme quelque chose de fort, évident. Quelque chose de gros. Enfin, tu vois, quelque chose de, c'est rugueux. Enfin, moi, ça m'évoque un petit peu tout ça, et ce qui correspond, je pense, à ce qu'ils voulaient faire pour leur marque, en fait. Moi, il y a 2 choses à dire. Moi, je trouve que personnellement, je ne devrais pas dire, mais je trouve que c'est moche. Un petit peu, moi, c'était dur à dire, moi, mais tu vois, plus je l'ai entendu, plus je l'ai accepté. C'est pas tech, c'est pas une entreprise tech, etc. Il y a plein de défauts en termes de créateur de nom que j'ai tout de suite trouvé que c'était un nom assez bricolé, assez vite. Donc il n'y a pas derrière de fond qui me fasse me dire c'est un nom top. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les noms vont s'installer sur la durée, parce qu'à la fin, c'est un repère. C'est un repère. Tu le juges qu'au début. Donc il y a des noms c'est ce qu'on appelle le phénomène d'appropriation. Tu as des noms qui vont s'approprier. Un autre exemple qui est intéressant à commenter, c'est le nom Inouï. Moi, je n'étais pas d'accord avec d'autres créateurs de noms sur lesquels j'ai échangé. Dès le départ, j'ai dit je soutiens le choix de ce nom Inouï, parce que ça correspond à une stratégie. Il y a une vraie stratégie de la SNCF derrière d'installer des vraies marques. Et du coup, c'est cohérent. Et du coup, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était il y a 4-5 ans, il y a eu des levées de boucliers sur les réseaux sociaux. Inouï, ils n'arrivent pas à l'heure, enfin, c'est pathétique. Les gens jugent tous les noms et tout le monde donne son avis, etc. Et la direction de la SNCF a tenu bon, et ils ont eu raison. Les trains sont là, sont remplis. On ne juge plus le nom. Il fait partie du panorama. C'est vrai. C'est ce côté acceptation. C'est l'acceptation. Et s'il marche dans le temps,
c'est qu'il était Exactement. bon, finalement. Et c'est le phénomène d'appropriation. Il faut toujours laisser ce temps d'appropriation à un nom qui n'est pas un nom, je dirais, banal, déjà dans les codes et déjà existant, parce que c'est normal. Et là, c'est la communication qui intervient. Tu vois, tu laisses à la communication le soin d'opérer cette familiarisation et cette acceptation. C'est vrai, je suis d'accord. Un nom qui s'accepte tout de suite, c'est suspect. Non, c'est suspect. Ça veut dire que tu l'as déjà entendu, tu l'as déjà vu. C'est vrai. Tu vois, si on bouge la table, ça va te gêner tout le monde. Dès que tu fais bouger les choses, tu déstabilises. Donc, il faut savoir ça. Et puis après, ça se calme. Et un dernier conseil sur... là, on a fait un peu le tour. Mais... Sur la décision... la décision, c'est vrai. Il faut pouvoir penser la communication qu'on va faire et se projeter dans le temps, parce qu'un nom, c'est un élément très, très durable. Et c'est un actif. C'est aussi, on n'investit pas dans de l'intangible. C'est un actif au bilan. T'as raison. Tu le revends, donc c'est vrai. C'est pas une dépense saugrenue, quoi. C'est pas un truc à faire avec un prompt non, c'est ça. En 1 heure, le premier jour où tu veux lancer ton business. Moi, je suis ravi parce que plus il y aura de noms comme ça qui seront mauvais faits par l'intelligence artificielle, plus ceux qui feront appel ils seront obligés de faire appel à toi dans quelques années parce qu'ils vont avoir ça donnera de la valeur un plateau de verre, comme ils disent tous, et du coup, ce plateau de verre, bizarrement, il est aussi généré par le nom qui les enferme. Après, pas de la médiocrité, mais dans un truc qui est pas fort, quoi, en fait. Et du coup, Non, ce qu'il faudrait, alors j'en profite pour lancer un message aux écoles de commerce, aux écoles de communication. Je trouve que les gens qui sont mes interlocuteurs n'ont pas été assez familiarisés avec cet aspect immergé de l'iceberg, qui est le naming. Donc moi, je tiens à leur disposition un culture naming pour leur une initiation de 2 heures. Ça me paraît être la minimum. Enfin, ou surtout en école de com. Je pense que c'est un sujet. Enfin, c'est le début. Donc, si tu fais pas le début, après, c'est compliqué quand même. Pour familiariser les étudiants qui sont en fin de cycle à ce parcours du combattant que tu peux réussir, mais une recherche de nom qui n'est pas faite dans les règles de l'art, elle aboutit à un nom qui est faible ou elle aboutit pas. Et tu vas ramener, c'est dommage. C'est dommage. Il faut quand même, je dirais, faire une sensibilisation. J'espère qu'on a réussi, tu vois, avec cet épisode, à sensibiliser les gens et puis à démystifier, voir un petit peu ce qu'on a vu un petit peu ensemble, les a priori. Sortir des clichés. Les clichés, les erreurs à pas faire. Et en fait, c'est comme tout métier. Il y a une méthode, enfin, il y a une structure. Si on veut réussir, il n'y a pas de mystère. On ne peut pas le faire, on ne peut pas s'improviser comme ça. Les génies peuvent. Si on est un génie, un coup de bol, c'est vrai, sur un malentendu, sur un coup de bol. Voilà. Tu peux courir un marathon une fois comme ça, sans entraînement. Après, tu vas être mort pendant 2 semaines et tout. Peut-être tu vas te blesser, mais enfin voilà. On peut jouer à la loterie. Voilà, c'est ça, exactement. Et je suis vraiment ravi. Et puis on aurait pu. Moi, ce sujet-là me passionne et j'aurais pu en parler toute la journée avec toi. Mais déjà, j'espère que les gens auront appris des choses. Et je te remercie beaucoup, Jacques, d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu mieux ce qu'est le naming. Merci à toi. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, je vous remercie. J'espère que vous avez appris des choses. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et à partager à des personnes qui pourraient être intéressées par cet épisode. Et bien sûr, abonnez-vous, il y a d'autres épisodes qui pourraient être super intéressants pour vous. Et si sur la plateforme où vous êtes actuellement, vous pouvez mettre 5 étoiles, ça nous aiderait beaucoup.